Ok. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. D'ailleurs. Avec un projet de loi contre l'assistanat. Moi, j'aime bien que les choses soient claires. C'est pour ça que moi, je me bats là-dessus avec Constance. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Moi je suis con, hein, mais putain j'aime ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Si j'ai bien tout compris. Alors aujourd'hui nous allons analyser l'interview que Laurent Wauquiez a fait sur RMC et BFM le 4 septembre 2025. On a eu le droit à un Wauquiez Show. C'était mais une pépite en termes de discours politique. Tout ce qui nous énerve au quotidien et qui font que les Français ont plus confiance dans notre classe politique est résumé dans cette interview. Alors avant de rentrer sur le fond, quelques petites remarques sur la forme. Laurent Wauquiez nous a fait du lolo tel qu'on le connaît depuis des années, à savoir que c'est plutôt quelqu'un qui s'exprime plutôt bien, qui est plutôt clair dans sa façon de parler. Ça change avec le passage de M. Bayrou la veille. On a quelqu'un qui présente bien aussi, enfin, je veux dire, c'est un peu le beau gosse des Républicains, Laurent Wauquiez. Donc on a plutôt une présence à l'écran qui est plutôt agréable. Une petite remarque aussi par rapport à Apolline de Malherbe. Je l'ai trouvé plutôt très endormie pour le coup. Puisqu'elle n'a pas eu son punch habituel. D'habitude elle laisse très peu parler ses invités, ce qui peut être par moments un peu irritant. Là non, elle laissait vraiment le temps à Laurent Wauquiez de parler, elle l'a très peu interrompu, et quand elle l'a interrompu, c'était pas extrêmement à propos et c'était pas très pertinent. Donc trois explications à ça, hein. Soit Apolline de Malherbe n'était peut-être pas en grande forme, un jour sans comme on dit, donc ça peut arriver à tout le monde. Soit elle a manqué de préparation, enfin son interview n'était pas suffisamment préparée entre elle et ses équipes, ou soit troisième possibilité, il y a un vrai parti pris et elle a décidé de laisser parler un maximum Laurent Wauquiez sans l'interrompre. Dernière petite remarque sur la forme. Laurent Wauquiez a fait ce qu'il aime le plus faire, c'est-à-dire parler de lui, puisqu'au cours de ces 20 minutes d'interview, il va utiliser le « je » plus de 100 fois. Donc ça fait un « je » toutes les 12 secondes, ce qui est plutôt une très bonne performance. Allez, maintenant on va s'attaquer au fond. L'idée, c'est pas de dire si on est d'accord ou pas d'accord avec les propositions de M. Wauquiez. Ça, chacun se fera son avis. L'idée, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il est légitime de porter telle ou telle proposition. Donc aujourd'hui, on a un vrai défaut de légitimité de notre classe politique, et vous allez voir dans cette interview, faut pas aller chercher très loin quand même. Allez, attachez vos ceintures, on est parti. Plutôt que de s'attaquer aux 2 jours fériés de ceux qui travaillent, on s'attaque aux 365 jours fériés de ceux qui profitent du système. Allez, première pause. Là, on tombe sur le thème de prédilection de M. Wauquiez, puisque l'arrêt de l'assistanat et le fait d'arrêter que les gens profitent du système, c'est quelque chose qu'il va répéter 13 fois au cours de l'interview. Donc c'est assez marrant quand on connaît le parcours de M. Wauquiez que celui-ci dénonce les gens qui profitent du système. Dans une démocratie, on doit être capable de parler de tout et de pouvoir évaluer de manière sereine les politiques publiques. C'est hyper important parce que le denier public doit être utilisé le plus à propos possible. Mais pour ce faire, pour que les discussions soient constructives, il y a 2 prérequis à ça. Le premier, c'est que les personnes qu'engagent ces discussions soient crédibles. Et la seconde, c'est qu'elles soient honnêtes dans leur façon de poser le débat. Là, en l'espèce, sur ce critère-là, M. Wauquiez n'est pas du tout crédible. Et on verra un peu plus tard que par moment, il n'est pas non plus du tout honnête dans la façon de poser le débat. Donc, moralité, on ne peut pas avoir de discussion constructive avec des politiques qui sont comme ça. Et comme la majorité fonctionne comme ça, après, il ne faut pas s'étonner que le champ politique est une catastrophe. En effet, quand on regarde le parcours de M. Wauquiez, c'est un énarque, donc jusque-là, très bien, pas de problème, qui n'a fait que de la politique dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a vécu que sur les deniers du contribuable. Donc là, pour le coup, si on parle de quelqu'un qui profite du système, je crois qu'on est pas mal. En plus de ça, quand on regarde les performances de M. Wauquiez, notamment à l'Assemblée nationale, ça laisse songeur. Si on regarde l'ensemble des coups
que représente un député, M. Wauquiez va coûter aux contribuables français un peu plus d'1 500 000 € sur l'ensemble de son mandat. Quand on met en perspective ce qu'il fait, bah, effectivement, on peut dire qu'il profite du système. En effet, M. Wauquiez n'a participé qu'à 4% des votes à l'Assemblée nationale, et il n'a pas été présent une seule fois dans les comptes rendus de la commission à laquelle il est rattaché, à savoir la commission des affaires étrangères. Donc, et c'est quelqu'un qui vient nous dire qu'il faut arrêter de profiter du système. Il faut savoir qu'en plus de son indemnité parlementaire, M. Wauquiez est aussi conseiller général de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour ce faire, il gagne plus de 2 000 € par mois. Alors, j'ai pas trouvé trace dans les comptes rendus des feuilles d'émargement pour la commission permanente. Mais quand on regarde sur les plénières, bah, il a été présent à 2 sur 4. En fait, il y a eu 5 réunions, mais il y en a une, on n'a pas le compte rendu, donc je peux pas savoir s'il était présent. Et la commission permanente s'est réunie 9 fois. Ça veut dire que M. Wauquiez coûte 2 000 € la présence quand il va au conseil régional. Enfin, pour clore ce chapitre de l'assistanat, M. Wauquiez dit qu'il souhaite que les prestations sociales soient refondues dans une seule aide, valorisée à 70% du SMIC. Alors ça, c'est extraordinaire aussi, parce que 70% du SMIC, ça fait à peu près 1 000 €. Et 1 000 €, c'est ce que M. Wauquiez dépense en un repas aux frais du contribuable, puisqu'il a organisé des repas avec des différentes personnalités du tout Paris aux frais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc aux frais du contribuable d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces repas allaient entre 600 et 900 € par tête de pipe. Donc en fait, ce qu'il demande, c'est que certains vivent avec un montant pour un mois plein, alors que lui, ce montant, il fait un repas. Enfin, faut être sérieux. À Matignon, avez-vous été convaincu? J'ai été déçu. Moi, j'aime bien que les choses soient claires. Ah, il n'y a pas à dire, il est génial, ce gars. Alors ça, c'est le deuxième grand thème, la clarté. Il a dit 3 ou 4 fois autour de l'interview qu'il aimait bien que les choses soient claires et que lui, il était clair. Alors c'est assez marrant parce que quand on regarde en vérité, il fait tout sur sa région pour que ça ne le soit pas. C'est-à-dire que normalement, dans toute bonne démocratie, on a accès aux notes de frais de nos élus. Bah, lui, il fait tout pour pas les donner. Il a encore été cet été sommé par le Conseil d'État de donner les notes de frais pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est toujours pas fait. Donc pour quelqu'un qui est censé incarner la clarté, c'est quand même assez drôle, quoi. Il y a un outil que je considère qu'on aurait dû utiliser et qu'il faut qu'on utilise à l'avenir. Quand il y a un blocage, on peut passer par référendum. Le référendum est là pour ça dans nos institutions. Vous en parlez tous, il sort jamais. Bah oui, je suis bien d'accord. C'est pour ça que moi je me bats là-dessus avec Constance. Le général de Gaulle l'a utilisé 5 fois. À lui tout seul, plus que tous ses successeurs. Les inconnus disaient, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais pas oublier qu'ils le sont. Là, on est typiquement dans cette notion-là, parce que M. Wauquiez a une amnésie sélective, je crois. Donc il nous dit qu'il se bat avec Constance pour le référendum. Il oublie que le dernier référendum qu'il y a eu en France, c'était en 2005, c'était sur la Constitution européenne, et que le non l'avait emporté. Et malgré le fait que le non l'ait emporté, le texte reviendra en 2008 sous la forme du traité de Lisbonne, et il sera adopté par l'Assemblée nationale sur demande du gouvernement. Qui était porte-parole du gouvernement à cette époque-là? Monsieur Wauquiez. Donc Monsieur Wauquiez dit qu'il se bat avec Constance pour les référendums, alors qu'il s'est littéralement assis sur une décision populaire il y a une vingtaine d'années de ça. Elle est vraiment pas mal, celle-là, quand même. Ici à ce micro, pour lui c'est du bon sens que d'être plus strict sur les règles de l'AME. Il y a ce projet de décret qui est soumis aujourd'hui à l'assurance maladie, avec l'idée à la fois de pouvoir plus difficilement en bénéficier, ou en tout cas de devoir montrer davantage de papiers d'identité, et puis dans l'accès à certains soins comme la balnéothérapie, les prothèses auditives, les lunettes, la chirurgie réparatrice, de devoir être bénéficiaire de l'AME depuis au moins 9 mois pour pouvoir y prétendre. Est-ce que vous estimez que ce sont des bonnes décisions? Alors d'abord, qu'est-ce que l'AME? Alors l'AME, c'est l'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui a à peu près 25 ans, c'est un dispositif qui s'adresse aux personnes en situation irrégulière qui sont sur le territoire depuis plus de 3 mois.
à savoir qu'il y a un niveau de ressources, puisque ça s'adresse aux personnes les plus fragiles en termes économiques. C'est un dispositif qui coûte à peu près 1,4 milliard aux finances publiques en 2024, qui a bénéficié à peu près 500 000 personnes, et qui pèse à peu près 0,54% du budget de l'assurance maladie. Donc ça c'est le premier point. Quand on regarde ce qui est pris en charge, l'AME donne droit à la prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Donc ça c'est une notion importante qu'il faut avoir en tête. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, tout ça c'est sur le site ministériel, c'est marqué que les frais médicaux, certains frais médicaux ne sont pas pris en charge, comme les actes techniques et examens, médicaments et produits nécessaires à la réalisation d'une aide médicale à la procréation. Ça c'est la PMA. Et les médicaments à service médical à rendu faible, remboursés à 15%. Et enfin, les cures thermales. Donc l'ensemble de ces trois dispositifs ne sont pas soumis à l'AME. C'est en ça où je ne comprenais pas l'histoire de balnéothérapie d'Apolline de Malherbe. En fait, un article de BFM Business nous expliquait, en fait, quand elle parle de balnéothérapie, c'est les actes réalisés par des masseurs kinésithérapeutes en balnéothérapie. Ces soins interviennent en général dans le cadre d'un parcours de rééducation après un traumatisme, une chirurgie orthopédique ou une pathologie rhumatologique. Donc la manière dont le présente Apolline de Malherbe, on a l'impression que tous les détenteurs de l'AME, enfin toutes les personnes qui sont soumises à l'AME, peuvent faire de la balnéothérapie. Ce qui, dans les faits, n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, quand on regarde la suite de l'article, il est dit que seulement 2% des dépenses totales de l'AME sont des actes de rééducation. Donc la partie balnéothérapie, masseur, kinésithérapeute n'en seront qu'une infime partie de ces 2%. Donc la question, elle est soit elle manque un peu de sérieux et de préparation, ou soit, là encore, elle est très clairement orientée. On peut demander des efforts aux Français, mais pas si dans le même temps, on donne un accès plus généreux que ce qu'ont les Français qui cotisent à notre système de protection sociale, à des étrangers parfois même qui sont sur notre territoire de façon irrégulière. Je ne comprends pas non plus la réponse de Laurent Wauquiez qui dit que les étrangers en situation régulière bénéficient de plus de choses que les Français qui ont cotisé, puisque comme c'est écrit sur les textes ministériels, la prise en charge est dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Donc l'ensemble des concitoyens sur le territoire, l'ensemble des Français ont au travers de la CMU pour les plus faibles d'entre nous, accès, quoi qu'il arrive, à ce niveau de prise en charge. Donc j'arrive pas à comprendre en quoi c'est plus valorisant pour les personnes en situation irrégulière. Et c'est en ça où tout à l'heure on disait que pour avoir un débat sain sur les dépenses publiques, il faut de prérequis être crédible et être honnête dans la façon de poser le débat. Là, très clairement, une nouvelle fois, on est très loin d'une honnêteté intellectuelle sur la manière dont le débat est posé. Pour en finir avec cette partie-là, Apolline de Malherbe donc interpelle Laurent Wauquiez sur le décret concernant l'AME, mais par contre, elle ne va pas du tout l'interroger sur le décret concernant le reste à charge et la hausse de la franchise médicale, qui pourtant va toucher l'ensemble des concitoyens. Donc on parle d'une mesure, même si une nouvelle fois, il n'y a pas de problème pour en discuter, qui touche 500 000 personnes, mais par contre, on ne parle pas du projet de décret qui va toucher la totalité de la population. Surprenant. Vous savez que notre pays délivre des titres de séjour. Tout à fait, c'est quelque chose qui a été créé en 1981, initialement parce que François Mitterrand disait ça va permettre à certains qui n'ont pas accès aux soins, par exemple dans la lutte contre le sida, oui, de pouvoir être soignés en France. Aujourd'hui, il n'y a plus mention de ce traitement en particulier. Effectivement, c'est ouvert quasiment à tous pour à peu près tous les soins. Vous avez tout dit. Et à l'arrivée, il y a une dérive totale. Et on se retrouve avec des coûts qui explosent et qui ne sont pas documentés, puisque l'assurance maladie n'est même pas capable de nous dire combien ça coûte. Alors là, on arrive à sans doute mon moment préféré de l'interview. Le débat sur le titre de séjour pour soins. On a l'impression qu'on est face à deux acteurs qui récitent une pièce de théâtre
Alors bon, c'est assez mal joué, mais on voit bien que quand Laurent Wauquiez pose la question à Apolline de Malherbe, regarde sa fiche, elle répond de suite, enfin elle fait la relance de suite, mais vraiment comme une pièce de théâtre au collège, quoi. Donc j'avais fait club théâtre, on est à peu près sur ce niveau-là. Ce qui me dérange aussi dans la façon dont c'est présenté, c'est que on nous dit que ça a été créé par François Mitterrand en 1981 pour lutter contre le sida. Alors bon, sauf si j'ai mal lu les documents, visiblement ça a plutôt été créé en 1998, et ce pour cause, puisque les premiers cas de sida arrivent en 1981, et que le virus est lui-même trouvé en 1983, découvert en 1983. Donc, je veux bien croire que François Mitterrand avait beaucoup de talent, mais s'il avait réussi à anticiper la découverte du virus du sida en 1981, il aurait fallu le mettre à l'OMS, quoi. Il aurait sans doute évité pas mal de pandémies et de tragédies au monde, quoi. Donc ça, c'est un peu particulier dans la manière dont c'est présenté. Ensuite, quand on regarde dans le détail ce qu'est le titre de séjour pour soins, apparemment, il y aurait 17 400 personnes par an qui y auraient droit. Quand Apolline de Malherbe nous dit que c'est ouvert à tous et pour tous, c'est pas vrai. Il faut savoir que pour déposer un dossier pour titre de séjour pour soins, il faut que ça passe par un conseil médical. Et ensuite, le dernier recours est sur le préfet. D'ailleurs, il y a eu 206 000 avis transmis au préfet, et il n'y a eu qu'un peu moins de 60% des avis qui ont été suivis par le préfet. Donc c'est ce qui fait qu'on arrive à 17 400 prises en charge par an. Donc on est très loin du fléau annoncé, même si, pour être tout à fait objectif, forcément c'est des pathologies, puisque là aussi, quand Apolline de Malherbe dit que c'est ouvert pour toutes les maladies, c'est pas vrai. Il y a un cadre restrictif des maladies qui sont susceptibles de faire objet d'un séjour pour soins, et c'est souvent des grosses pathologies, donc c'est souvent des traitements qui coûtent relativement cher. Mais donc du coup, contrairement à ce qui est dit, et je peux pas penser qu'elle ne savait pas, ce n'est pas ouvert à tous et pour tout. Ensuite, quand monsieur Laurent Wauquiez explique que c'est pas documenté et que ça pose un problème, oui, je le rejoins complètement, ça pose un problème que les politiques publiques, on soit pas capable de les chiffrer. Mais juste pour rappel, on parle de quelqu'un, et ça, il a une amnésie à chaque fois sélective, monsieur Wauquiez, mais il a été ministre durant de nombreuses années, c'est un politique de haut rang, pourquoi il n'a pas bougé ses fesses avant ? C'est extrêmement facile de toujours se dédouaner, de jamais assumer ses responsabilités. Vous me permettrez cette petite taquinerie, mais comment peut-il dire qu'il y a une dérive totale si il n'y a pas les chiffres et que c'est pas documenté ? C'est non, vous censureriez de manière quasi évidente. Et pas parce que en tant que tel c'est le Parti socialiste, mais juste que vous n'êtes pas d'accord. Ce qui correspondent n'est pas mes convictions. Alors maintenant, on a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi ? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. La cohérence de Lolo dans toute sa splendeur, il nous dit qu'il sanctionnerait un gouvernement socialiste, puis après, il nous dit qu'il ne censurerait pas. Bon, voilà, on atteint la limite de l'exercice de dire tout et son contraire tout le temps. D'ailleurs, à ce sujet, M. Retailleau dira quelques temps après que lui, il voterait la censure d'un gouvernement socialiste. Donc voilà la cohérence telle que nous l'a dit Laurent Wauquiez. 4 condamnés sur 10 à de la prison ferme ne vont jamais en prison en France. C'est malheureusement cette histoire qui est racontée. Alors j'ai retrouvé les chiffres auxquels fait allusion Laurent Wauquiez. Pour le coup, c'est au travers d'une question d'un parlementaire du Rassemblement National, qui dit, je lis, lorsque l'on analyse les derniers chiffres du ministère de la Justice, 2 estimations attirent tout particulièrement l'attention. Premièrement, 41% des condamnés fermes ne mettent pas réellement les pieds en prison. Leur peine est généralement courte et aménagée d'emblée. Pourtant, elle est considérée comme exécutée. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que la manière dont le pose Laurent Wauquiez, on a l'impression que les peines n'a jamais été faite. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les peines courtes, il y a un traitement alternatif à l'enfermement. Donc on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est comme ça que c'est fait.
Pourquoi il y a sur les peines courtes, il y a pas d'enfermement? Tout simplement parce qu'on a une densité carcérale qui est à plus de 135%. Et je suis un peu inquiet que M. Wauquiez se rende compte maintenant que la justice est dans un état déplorable, puisqu'une nouvelle fois, il a été en capacité, lui, de faire que ça change et il ne l'a pas fait. Donc à aucun moment, quand il a été en responsabilité, il a été capable d'augmenter le budget de la justice qui aurait permis de régler pas mal de problèmes. Juste pour M. Wauquiez, il aurait dû s'inquiéter aussi des 3350 mesures de placement de mineurs qui sont non exécutées. Là, très clairement, la justice décide de placer des mineurs pour leur sécurité, et il n'empêche que 3350 d'entre eux, les mesures ne sont pas effectuées, alors que c'est des mesures de protection. Donc voilà, si on revient sur ce qu'est la justice en France, une nouvelle fois une situation que M. Wauquiez a encouragée par son inaction, puisque quand il a été en mesure de faire des choses, il ne l'a pas fait. Il faut savoir qu'en France, on a 11,3 magistrats pour 100 000 habitants, là où la moyenne européenne, elle est à 21, enfin quasiment à 22. En France, on consacre 77 € par habitant à la justice, là où la moyenne européenne est à 85. En France, on a 3,2 procureurs pour 100 000 habitants, là où la médiane européenne se situe à 11,2. Donc effectivement, la justice fait avec les moyens qu'on lui donne, et qui est-ce qui lui donne les moyens? Jusqu'à preuve du contraire, c'est les politiques. Et dernier point, M. Wauquiez peut pas se plaindre de la lenteur de la justice, puisque lui-même fait tout quand ça le concerne, et notamment au travers de ses notes de frais, pour ne pas les donner et ne pas appliquer les directives judiciaires. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, que M. Wauquiez applique les décisions de justice, et après, ça désengorgerait peut-être le système judiciaire. Et enfin, dernier point, on ne l'a pas entendu dire que c'était inadmissible que M. Sarkozy n'aille pas en prison, alors même qu'il a été condamné à une peine d'1 an de prison, qui a été fait sous bracelet électronique. Dans les peines alternatives, il y a souvent le bracelet électronique. Donc quand ça concerne M. Sarkozy, quand ça concerne les copains, il n'y a pas de souci, mais quand ça concerne le kidam, là par contre, c'est gravissime qu'ils n'aillent pas en prison. Donc le deux poids deux mesures de nos hommes politiques commence sérieusement à m'agacer. Là encore, pas de réaction d'Apolline de Malherbe. Trophique pour le pays. Nicolas Sarkozy estime que le RN est aujourd'hui dans l'arc républicain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, bien sûr. Enfin, c'est une évidence. Évidemment, un parti qui se présente à des élections, qui a des élus et qui n'est pas interdit et qui est légal, bien sûr qu'il est dans l'arc. Bon, c'est là qu'on voit qu'elle n'était pas en forme, Apolline, parce que Laurent Wauquiez dit que le RN fait partie de l'arc républicain parce qu'ils ont des élus et que le parti est autorisé. Donc ça veut dire que, partant de ce postulat-là, pour lui, LFI est aussi dans l'arc républicain. Chose que dans sa pensée, je pense pas. Mais ça aurait été intéressant qu'Apolline de Malherbe le relance là-dessus. Une nouvelle fois, je peux pas croire qu'avec son expérience, elle y ait pas pensé. Ou alors elle a peut-être simplement pas voulu. J'adore Jean-Michel Aulas. Je vais tout à l'heure à Lyon et je serai amené à m'exprimer sur le sujet. Allez, on en termine là avec cette interview. J'aurais bien aimé qu'elle lui demande qui allait payer le trajet pour aller à Lyon, puisque c'était pour la candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon, avec l'investiture des LR. Donc j'espère que c'est les LR qui a payé et pas le contribuable national ou le contribuable d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est le premier point. Et après, juste, il ne faut pas s'étonner que les citoyens ont une vraie défiance vis-à-vis des politiques. Il y a un sondage qui dit que 75% des Français ne croient plus en la politique. Faut pas s'en étonner quand on regarde le contenu de l'interview. Ces personnes qui profitent, je vais reprendre ces mots à lui, doivent partir. On doit arrêter avec ces gens. Faut qu'on mérite des politiques de qualité. On dit toujours qu'on a des politiques qu'on mérite, mais on n'a rien mérité. On n'a rien fait pour mériter ça. Donc on a des gens qui sont payés par le contribuable, qui font pas les choses qui leur est demandé, qui n'assument pas ce qu'ils n'ont pas fait, s'ils sont juste là pour profiter. Donc faut arrêter avec ces gens-là. Et tant qu'on n'arrêtera pas avec ces gens-là, et du coup on aura toujours un taux d'abstention qui sera extrêmement important. Juste, il faut savoir que sur la dernière élection présidentielle, M. Macron n'a été élu qu'avec 4 voix sur 10. Donc il faut pas s'étonner après que la situation est compliquée. Il parle d'instabilité. Il peut la déplorer, mais il l'a lui-même créée avec son comportement et le comportement de ses compagnons politiques. Voilà ce que j'avais à dire sur cette magnifique interview.
Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous partagez mon analyse ou est-ce que vous en avez une différente? Il n'y a aucun problème à ce qu'on discute de ça. Donc passez à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.